Bonjour, dans la partie 2 du tutoriel comment créer une API de type FastAPI sur un serveur EC2, un serveur Amazon. Donc la dernière fois, on s'est arrêté au niveau de la création de l'API. Aujourd'hui, nous allons continuer avec l'intégration de Nginx comme serveur web et également on va ajouter la partie frontale, la partie front-end avec Streamlit. Donc, première partie, euh, un petit rappel où on est arrivé. On est arrivé ici. Donc là, ça c'est l'adresse IP de l'instance. Deux points, le port 8000 / docs. Et ici, pour vérifier l'état de santé, donc on peut ajouter //health. On peut voir ici donc cet endpoint ou point de terminaison nous permet d'avoir ce message-là. Bon, ce qu'on va faire maintenant, on va aller à la partie 2. Pour la partie 2, on va commencer par redémarrer le service après modification du code. Bon, pour le moment, nous n'avons pas modifié de code, mais à chaque fois qu'on doit modifier le code, il faut redémarrer le service en utilisant ces deux commandes-là. Donc, System Control Restart ou System Control Status. Bon, première chose que je vais faire maintenant, je vais installer Nginx. Donc, d'abord, puisque je commence la partie 2, je change d'ordinateur, je vous montre comment, et ça c'est un parmi les avantages du cloud, c'est que je n'est pas dépendant d'une seule machine, je peux utiliser plusieurs machines. Donc là j'ai changé d'ordinateur juste pour vous montrer comment cloner le dépôt et continuer à travailler dans le même dépôt. Le plus important c'est d'avoir un utilisateur qui est actif. Je vous rappelle que nous avons créé un utilisateur IAM la dernière fois. Là, supposons que je vais créer un autre utilisateur. Donc, je clique sur IAM. Donc là, j'ai accès à mon compte comme route. Et je vais aller dans Users. Et je vais créer ici un utilisateur. Je vais l'appeler par exemple User01. Je vais cocher ici Provide User Access to the AWS Management Console. Et puis, je vais définir ici un password. Donc, le password, je vais mettre le même ici. C'est pas très sécuritaire, mais je vais le changer après. Donc, user01. Je peux ajouter des caractères spéciaux. Et bien évidemment, il faut garder ça dans un notepad. Donc, je vais ouvrir Notepad++ et je vais garder toutes ces informations-là. Donc là, je vais mettre mon nom d'utilisateur. Et le password. On peut ajouter un petit peu de complication. Donc là, on a fait un password un petit peu plus compliqué. Et après ça, je vais cliquer sur Next. Je vais lui donner tous les privilèges ici. Donc la Attach Policy Directly. Je vais me donner ici Administrator Access. Et je vais cliquer sur Next. Et après ça, Create User. Donc l'utilisateur sera créé. Donc ça, c'est mon utilisateur. Ça, c'est mon mot de passe. Je les ai mis ici. Donc ça, c'était la première partie. Après ça, je clique sur... je peux télécharger en CSV ici. Donc le fichier. Donc, là, j'ai téléchargé le fichier CSV. Sinon, je vais revenir à mon utilisateur. Donc, Return to User List. Je vais cliquer sur User01. Et ce que je vais faire ici, bon là, il demande de changer le mot de passe. Je pense que j'avais coché ici, changer le mot de passe dès la première connexion. Donc il y avait une option que je pense que éventuellement ça a été coché par défaut, mais sinon c'est correct. Donc on peut laisser ça comme ça. Je vais aller ici à mon utilisateur, donc I am users. Je vais cliquer sur l'utilisateur 1 et je vais aller ici à cet onglet Security Credentials. Après, je vais aller dans Access Keys et je vais ajouter ici un nouveau Access Keys. Command Line Interface CLI. Next. Je dois confirmer ici que les informations, que c'est mon consentement ici, que je vais quand même
continuer malgré l'avertissement. Next. Et je crée ici les clés d'accès. Donc là, je peux les copier-coller. Donc le premier, je le copie ici. Et le deuxième, je vais le copier ici. Donc là, c'est les access key. Et ça, c'est utilisateur. Donc, je clique ici sur Done, mais avant ça, je clique sur Download CSV. Je clique sur Done. Maintenant, je vais me connecter à cet utilisateur. Donc là, je peux ouvrir avec la CMD un invite de commande. Et j'écris ici AWS configure. Donc, utilisateur. Donc, c'est le Access Key ID, c'est celui-là. Je copie ça. Je colle. Et pour le mot de passe, je copie-colle aussi. Après, la région, bon là, lui il est global, mais je vais travailler dans cette région-là comme j'avais fait la dernière fois, US East. Et ici, le format par défaut, c'est JSON, j'écris JSON. Sinon, je peux laisser vide et lui, il va considérer JSON comme format par défaut. Pour tester, je fais AWS S3LS, je vais voir s'il va pouvoir me lister l'ensemble des buckets S3. Et effectivement, on peut voir qu'on a ici les deux buckets S3 que j'ai dans mon compte. Donc, ça fonctionne super bien. Donc, ça, c'était la première partie. On s'assure qu'on est connecté à notre compte AWS. Deuxième partie. On doit se connecter au serveur. Pour se connecter au serveur, donc, je vous rappelle, on peut le faire très simple, d'une façon très simple. J'écris ici EC2, je clique sur EC2. Je vais aller cliquer sur mon instance qui est en cours d'exécution. Et je vais cliquer sur le ID ici, Instance ID. Après, j'ai un bouton Connect ici. Je peux cliquer sur Connect. Et là il me donne le nom d'utilisateur et l'adresse. Je clique sur Connect tout simplement. On va se connecter via cette interface. On peut bien évidemment se connecter aussi via la clé en utilisant la commande SSH, la clé utilisateur @adresse IP. Mais là, pour simplifier les choses, on va commencer avec ça. Donc là, première chose qu'on va faire, on va continuer notre tutoriel. Ce qu'on va faire, on va installer Nginx. Donc pour installer Nginx, on a la commande suivante. On commence à partir du point 11.1. Donc là, je vais commencer par installer Nginx. Je vais déplacer ça ici à côté du tutoriel. Et je vais coller ici. Donc sudo apt install Nginx. Donc là, il est en train d'installer Nginx. Donc j'ai exécuté la commande suivante. Sudo apt install Nginx. Une fois que c'est installé, je vais voir l'état du serveur Nginx en utilisant la commande sudo system control status Nginx. Donc, j'exécute la commande. Donc ça c'est l'état de Nginx, l'état du serveur. Donc il me dit qu'il est en cours d'exécution. Sinon, je peux exécuter restart ici à la place de status. Après, je vais créer la configuration. Donc là, la configuration, toujours, elle se trouve dans le dossier ETC. Tout ce qui est configuration, on le trouve dans un serveur Linux dans ETC. Donc ETC, le nom du service, c'est Nginx. Site Available Fast API Demo. Donc ce que je vais faire, je vais définir un fichier de configuration. Un fichier de configuration que je vais appeler Fast API Demo, dans lequel je vais copier cette configuration. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que lui, il va écouter sur le port 80. Tout le trafic qu'il va recevoir du port 8000, il va le rediriger vers le port 80. Donc là, j'ai fait une petite description. Donc cette configuration utilise Nginx comme reverse proxy, comme devant une application qui fonctionne sur le port 8000. Et Nginx reçoit les requêtes HTTP des clients sur le port 80. Ça veut dire que lui, Nginx, il reçoit sur le 80. Il va faire la redirection vers le port 8000 dans le sens serveur interne. Donc lui, il reçoit sur 80, mais il va rediriger vers le port 8000. Parce que effectivement, l'utilisateur, il n'a pas à écrire ici de point 8000. Dans la réalité, l'utilisateur, il va juste écrire une adresse, une adresse normale, donc sans mettre le port. Donc, et par défaut, une adresse normale, ça reçoit sur le port 80. Donc là, Nginx, il va rediriger vers le port 8000 pour qu'on obtienne cette page, par exemple.
Donc là, je viens ici et je vais copier cette configuration. Mais avant ça, je vais exécuter ça. Donc je reviens ici. Je dois me connecter. Bah, je suis déjà connecté, il me semble. Oui, on était déjà connecté. Donc là, je vais coller ça. Je ne vais pas cliquer sur Enter. D'abord, je vais copier le contenu de la configuration de mon serveur. Donc, il reçoit toutes les requêtes sur 80. Donc, c'est le serveur actuel. Et puis, ce qu'il fait, il va rediriger ici. Donc, après, vous avez ces directives-là. Donc, là, ça, c'est la directive proxy pass qui indique vers quel serveur backend envoyer les requêtes. Et il y a les autres directives qui sont proxy set et header qui transmettent au backend des informations importantes comme le domaine demandé, l'adresse IP du client, etc. et le protocole utilisé. C'est pour des raisons de sécurité. Donc là, je vais copier ça. Je clique sur copier. Et je reviens ici. Je clique sur entrée. Et je vais coller la configuration. Je clique sur CTRL X, Yes et Enter. Et donc là, on a la nouvelle configuration, mais qui n'est pas encore activée. Donc la nouvelle configuration, je l'ai mis, mais elle n'est pas encore activée. Pour l'activer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord créer un lien symbolique entre site available et site enabled. Dans Nginx, il y a deux types de sites. Il y a les sites qui sont disponibles et les sites qui sont activés. Nous, on veut activer ce site. On veut activer cette configuration. Donc, on a besoin de créer un lien symbolique entre ce fichier-là qu'on vient de créer dans site available. C'est ça ce qu'on a fait. Donc, si vous voyez ici, c'est site available. Et là, il va passer au site activé. Mais par contre, on a déjà un site qui est activé, qui est la configuration par défaut. Ici, vous avez /default. Là, on veut le supprimer pour qu'il prenne à la place cette configuration-là. Vous voyez, donc là, vous pouvez faire un anneau, bien évidemment, pour voir, ou 4. On peut faire 4 ici pour voir à quoi ça ressemble, la configuration par défaut. Dès que vous installez Nginx, vous avez cette configuration par défaut. Vous voyez, c'est un gros fichier. Et on n'a pas besoin de ça. Donc, ce qu'on va faire ici, on va revenir ici. Et on va d'abord créer un lien symbolique. On crée le lien symbolique. Là, je vais cliquer sur Entrée. J'ai créé le lien symbolique. Une fois que le lien symbolique est créé, je vais supprimer la configuration par défaut de Nginx. Comme ça, il va arrêter de pointer sur la configuration par défaut. Il va considérer uniquement la configuration que je viens de créer. Et finalement, donc là, le Nginx-t, c'est pour vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur dans la configuration de Nginx. Ça peut arriver que j'oublie, par exemple, un accolade, point virgule. Donc lui, le Nginx-t, pour éviter d'avoir des surprises par rapport à votre configuration, on exécute le Nginx-t. S'il y a un problème dans la configuration, ça va vous dire qu'il y a un problème. Là, il vous dit c'est bon, la configuration est OK. Vous pouvez faire un test, vous pouvez vous amuser à aller ici et enlever un point virgule et exécuter cette commande. Vous allez voir que vous allez avoir une erreur. Donc après ça, je redémarre Nginx et je revérifie l'état de santé. Donc là, il manque une commande que je vais ajouter. Je vais mettre ici status aussi. Après avoir le redémarré, je dois m'assurer qu'il est en cours d'exécution. Je viens ici, j'exécute cette commande. Donc là, il est redémarré. Après, je regarde le statut. Et là, il est en cours d'exécution. C'est excellent. Bien évidemment, on peut retester les mêmes adresses avec /health et /docs. Donc là, ici, /docs, je commence par ça. C'est bon. /health, l'état de santé. C'est excellent. Parfait. Sauf que ici, maintenant, on peut tester sans le port 8000. Donc sur le port 8000, ça fonctionne. Là, ce que je vais faire, je vais essayer de tester sans le port 8000. C'est-à-dire, je vais enlever ici le port 8000. Ben, je peux ouvrir un nouvel onglet. Et j'enlève ici le 8000. Je mets directement /health. Et ça marche. Bien évidemment, si je mets également /docs, ça marche également. Donc là, c'est ça le rôle de Nginx. Ça évite de mettre ici les 8000. Vous voyez, il va recevoir sur le port 80. Ici, c'est comme j'ai mis 2.80, mais pas besoin de le mettre. Mais c'est comme on a mis 2.80. Et lui, il va rediriger vers ce port-là, le port 8000. C'est ça la configuration qu'on vient d'ajouter. C'est quoi l'avantage? C'est qu'on peut avoir plusieurs sites. On peut hoster plusieurs sites dans Nginx.
Maintenant, ce qu'on va faire, on va créer un mini franc Streamlit. Donc on va avoir besoin d'installer certaines dépendances, comme la librairie Request. Donc je vais installer Request et Streamlit. Request, c'est pour faire les appels API, et Streamlit, c'est pour le front-end. Donc je reviens ici et je fais mes installations. D'abord, je vais nettoyer l'interface et je vais exécuter ici. Donc pip install request. Par contre, ici, pourquoi on a une erreur? Ça se peut que là, je l'ai exécuté dans l'instance Ubuntu. J'ai utilisé la dernière fois un environnement virtuel. Donc, on doit réactiver l'environnement virtuel. Effectivement, donc dans le point 9.6, vous vous rappelez, donc il faut aller à ce dossier-là. D'ailleurs, j'ai fait ici ls pour lister ce que j'ai. Donc là, j'ai Fast API EC2 Demo, donc le dossier est là. Je peux voir je suis où exactement. Je fais pwd, donc je suis dans Home Ubuntu. Who am I? Je suis qui? Je suis l'utilisateur d'Ubuntu. Donc là, je vais aller dans le dossier Fast API Demo. Donc là, je peux utiliser la tabulation pour l'autocomplete. Je peux faire ici ls pour voir qu'est-ce que j'ai. Si je veux avoir même les fichiers cachés, je fais ls-a. Donc là, je peux voir le v1, donc l'environnement virtuel que nous avons utilisé la dernière fois. Donc là, pour l'activer, j'exécute cette commande-là. Vous avez toutes les commandes dans le 9.6. Je viens ici, j'active l'environnement virtuel. Et après ça, ce que je vais faire, je vais installer donc requirement.txt. Bon, ça, c'est déjà fait. On l'avait fait la dernière fois. Mais ce que je vais faire maintenant, c'est d'installer la librairie request. Donc, on était dans le point 11. 11.4 je pense, non, c'est le point 12, c'est ça, 12.1. Donc on doit installer les librairies Streamlit et Request. Je viens ici, je colle, et voilà. Donc là, ça va installer Streamlit et Request. On a ici donc Python qui est bel et bien installé dans l'environnement virtuel, une version précise, et on va s'assurer ici qu'on ne va pas avoir des problèmes de version. Donc là, on installe les deux librairies, mais bien évidemment, vous avez vu, on ne peut pas installer n'importe comment. Ici, je suis en train de travailler dans des environnements virtuels, donc il faut réactiver l'environnement virtuel. Donc ici, je vais ajouter ici, attention, il faut réactiver votre environnement virtuel avant d'exécuter la commande. Donc ici, le point au paragraphe 9. Donc là, je vous réfère vers le paragraphe 9. On est dans le 12 ici. Ok. Pour avoir la commande source, donc c'est ici. Ici, voilà, 9.6 ici. Pour être plus précis, le 9.6. C'est trois commandes. Donc, je mets ici 9.6. Et les trois commandes sont les suivantes. Voilà. Bon, après, on va créer un fichier Streamlit, parce qu'on va faire ici, on va ici, donc on a tout le code de l'interface Streamlit, c'est très simple. On importe les deux librairies ici, on met la configuration de la page, on ajoute un titre pour la page, on écrit du contenu si ça va s'écrire sur la page comme titre. Après, on va ajouter des champs avec des valeurs par défaut, donc des champs textuels pour l'utilisateur pour qu'il puisse écrire, pour qu'il puisse saisir l'URL, des champs d'information également ici st.info, et puis certaines fonctions qui vont nous permettre effectivement d'interagir avec le backend. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, je vais copier tout ce code là et je vais créer ce fichier là, donc streamlit app.py, c'est ça ce qu'on va exécuter, et on va aussi lancer son exécution. Donc tout d'abord,
Ce qu'on va faire, on va exécuter la commande suivante, nano. Donc ici nano. Et on met ici la commande. Bon, je vais reproduire la même mise en forme de ça. Voilà. Donc là, je vais exécuter cette commande-là. D'abord, je m'assure que je suis dans le bon dossier. Oui. Donc là, je vais coller. Donc là, il va m'ouvrir l'interface. Et ce que je vais faire, je vais coller le contenu de l'interface ici. Clic droit, copier. Je viens ici et je colle le contenu collé. CTRL X, Yes et Enter. Il me semble que je l'ai mal créé. Qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-là? Il n'y a pas de problème. Juste on fait ls pour vérifier qu'est-ce qu'on a. Donc ça n'a pas été créé. Je pense que je n'avais pas exécuté la commande nano ici. Ce que je vais faire, je vais la réexécuter ou je ne l'ai pas bien exécutée. Donc la commande c'était nano streamlit app.py. Donc nano streamlit app.py. Je m'assure que je l'ai bien écrit ici. Donc c'est streamlit app.py. Oui. Donc là ça va m'ouvrir ici cette interface et là je vais coller le code. CTRL X, Yes et Enter. Et donc voilà, là si je fais ls, je vais voir ici le streamlit app.py. Bien évidemment, je peux l'exécuter pour voir ça va donner quoi. Et dans ce cas-là, on peut exécuter la commande suivante. Streamlit run dans le nom du fichier streamlit app.py. En l'exécutant, il me dit que ça roule sur le serveur local ou sinon il me donne ici l'adresse externe. C'est ça ce que je vais utiliser, c'est cette adresse là. Donc l'adresse c'est ici l'URL, 2 points et le port c'est 8501. Bon là c'est ça, donc je vais ajouter, c'est ça cette adresse là avec le port 8501. Ça c'est pour tester, pour les développeurs, pour voir à quoi ça ressemble l'interface. Vous voyez ici, donc j'ai le bouton ici tester l'état de santé. Lister les items, donc ça marche super bien. Je peux voir ici les items qui ont été ajoutés, ici un clavier et une souris. Je peux chercher ici un item par identifiant. Je peux créer aussi un nouvel item, par exemple ici je peux ajouter un casque, donc créer l'item. Il me dit qu'il a été créé. Pour bien vérifier, donc je peux lister tous les items. On va voir ici, on a donc le item numéro 3 et le 4, ça a été bien ajouté. Et sinon, aussi, on peut créer d'autres nouveaux items. Donc, ça, c'est notre interface. Et bien évidemment, l'adresse de l'IP ici, c'est l'adresse locale. Ici, on est connecté déjà au serveur. Sinon, on peut mettre aussi le 92.98.92.142.36. Ça, c'est mon adresse IP à moi. Bien évidemment, vous pouvez mettre votre adresse à vous. Sinon, toujours le 127.0.0.1, ça fonctionne. Donc là, on revient ici. Donc là, j'ai bien testé. Par contre, si on veut déployer le front-end, on doit changer légèrement aussi notre serveur, donc la configuration de Nginx. Avant ça, ce que je vais faire, je vais d'abord tester sans le port 8501. Donc, voir ça donne quoi. Donc voilà, ici vous avez ici bonjour depuis Fast API. API en fonctionnement, donc pour le moment en fait on n'a pas cette interface là. Si on veut l'avoir, donc c'est facile, il faut modifier tout simplement la configuration de votre serveur Nginx. Donc avec ça nous avons fini la partie 2. On peut voir ici que on a donc le back-end ici qui est déployé sur le port 80. Et ici, on a le front-end lorsqu'on met les 2 points avec l'adresse du Streamlit. Donc, pour l'adresse du Streamlit, comme mentionné ici, c'est le port 8501. Donc, il faut aller ici et mettre 8501. Et là, on peut voir donc notre interface
notre interface qui est déployée sur le port 8501. Il reste une seule chose qui pourrait manquer pour avoir l'application complète, et ce qu'on va faire dans la partie 3. Ici, on peut voir clairement qu'on peut accéder à l'application frontale en utilisant ce port-là. Et on peut accéder à la partie back-end en utilisant le port 8000. Et nous avons changé la configuration de Nginx pour que ça soit accessible sur le port 80. Ça veut dire ici, si je fais 2.80, ben j'ai accès. Et c'est la même chose de ne rien mettre. 2.80 ou ne rien mettre. Donc, la partie back-end, donc Nginx, il est en train de bien rediriger vers la partie back-end, mais il est en train de rien faire pour la partie frontale. Donc ça, je vous donne ça comme exercice pour avant la partie 3, et je vous invite à y penser. Ce que vous allez faire, vous allez modifier la configuration de Nginx de telle façon que je pourrais avoir juste la partie frontale. Ça veut dire que si je mets l'adresse IP, sans mettre ici de 2 points port, je pourrais accéder directement à la partie frontale. Donc, comment je peux faire pour pouvoir voir ça? Parce que l'utilisateur, en général, il n'a pas besoin de voir le back-end. Donc, il faut rediriger à partir de la requête du client à cette interface-là et non pas au back-end. Donc ça, ce qui va rester pour la troisième partie. Je vous remercie pour votre attention.